Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV, nouvelle saison, mais toujours la même émission. La rentrée donc se profile et sans attendre, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann lancent les hostilités. On va y revenir en début d'émission avec Karl Meeus. Autre question, faut-il reculer la mise en œuvre de la facture électronique? C'est prévu pour le 1er septembre prochain, c'est ce que réclament plusieurs personnalités politiques, de David Lisnard à Jean-Luc Mélenchon, en passant par le centre. On posera la question à Yasmine Douadi, patronne du cabinet du think tank Risque Intel Média. On reviendra également avec elle sur l'ampleur des dégâts après le piratage de plusieurs données de centaines de milliers de contribuables, ce que l'on a appris cet été. Le 1er septembre aussi, c'est aussi le jour où plus de 10 millions de jeunes Français vont retrouver le chemin de l'école. L'essayiste Joachim Le Floch Imad réédite son ouvrage contre les technos qui ont fait main basse sur l'éducation nationale, en tout cas selon lui, et il fait sa rentrée dans Point de vue. Mais d'abord un hommage, il avait révélé les inconnus, inventé le talk show et à la française, et interviewé Sacha Guitry, les créateurs, on lui doit également les grosses têtes et le petit théâtre de Bouvard. Philippe Bouvard est donc mort à l'âge de 96 ans, comme l'a annoncé RTL ce lundi matin. Bonjour Benjamin Puech. Bonjour. Je viens de lire sous votre plume sur le site du Figaro que Philippe Bouvard pensait mourir jeune. Effectivement, et là, il s'est trompé manifestement. Il avait une longévité, à mon avis, assez extraordinaire dans ce métier-là, puisque jusqu'en janvier 2025, me semble-t-il, il continuait à envoyer des chroniques à RTL. C'est vous dire un peu la longévité du personnage, qui a aligné 15 000 heures de télévision, 25 000 heures de radio. À mon avis, l'équivalent de la comédie humaine en termes d'écrit au Figaro Magazine jusqu'en 2020, mais aussi à François. Donc voilà, un personnage de la presse et des médias du monde d'avant. Peut-être qu'on pourrait le comparer aussi d'une certaine manière à Philippe Labro, à Bernard Pivot, qui eux aussi sont morts ces dernières années et qui incarnaient, à mon avis, une certaine idée des médias. Et c'était quoi l'idée des médias, justement Alors, l'idée des médias de Philippe Bouvard, qu'est-ce qu'on lui doit? On lui doit, à mon avis, quelque chose d'unique qui était son style mordant. Il a inventé une causticité, puisqu'il avait, et à mon avis c'est le fil rouge de toutes ses différentes carrières, il avait un goût de la langue, des mots, des bons mots qui lui ont servi en tant qu'éditorialiste, chroniqueur, mais aussi en tant qu'intervieweur particulièrement caustique à la télévision. On se souvient de ses émissions samedi soir, où l'huile sur le feu, il a été le premier à passer sur le grill les célébrités. Patrick Juvet, qui va tourner en dérision assez violemment à l'écran, ou le gourou Raël, on peut retrouver ça sur l'INA, des extraits formidables de cette époque-là. Et donc, oui, ce goût-là des mots, qui fait qu'il a aussi écrit 65 livres, me semble-t-il. Il avait une prolixité qui fait qu'il vivait par et pour les mots. Et même, par exemple, sa mort, il disait que, n'aimant pas beaucoup les enterrements, il ferait le mort pour pas assister aux siens. C'est-à-dire qu'il y avait comme ça un style. De ce point de vue-là, il n'est pas trompé. Non, il n'est pas trompé. Tout à fait. Il a été tellement plébiscité par le public qu'il a réussi quelque chose d'assez rare dans notre secteur, dans notre métier, c'est qu'il a été remis à l'antenne alors qu'on avait décidé de le congédier des grosses têtes. Oui, tout à fait. Alors, c'est ça, l'an 2000, pour vous resituer, les grosses têtes ont été créées en 1977. C'est devenu un rendez-vous énorme, au départ avec Jean Dutour, Jacques Martin, Jean-Yann, et puis après la troupe va largement grossir, Olivier de Kersauzon, Michel Galabru, etc. C'est un très grand succès. En 2000, on considère que l'humour a un petit peu changé, que peut-être les audiences étaient à peine essoufflées. On le pousse vers la sortie, il n'apprécie pas, On se souvient effectivement qu'il fait un esclandre, notamment chez Fogiel, chez Marc-Olivier Fogiel, avec beaucoup de fougue et beaucoup de véhémence. Et on se dit à ce moment-là, bon, effectivement, il a fait son coup de gueule, mais ça marche. Ça marche. Après, il se trouve qu'il avait, lui, et on revient un peu à ce dont on parlait,
son idée des médias, sa causticité, ce ton ironique de Bouvard, qui fait que ça fonctionnait pour cette émission-là, à mi-chemin entre la culture et l'humour. Il finira par revenir. Après, ce sera peut-être que le temps de sa splendeur ne sera plus là à son retour. Et il faut revoir en 2014, quand il part définitivement, qu'il va laisser la main. Ensuite, ce sera Laurent Ruquier qui viendra. Lorsqu'il fait ses adieux, on a l'impression d'un roi ou d'une reine d'Angleterre en train de quitter le royaume, en train de quitter Buckingham Palace sous les applaudissements et avec les larmes de tous ces sociétaires qui l'avaient accompagné, qui avaient fait rire, comme on disait, les chauffeurs de taxi, mais pas seulement. C'était plusieurs millions d'auditeurs par jour à la grande époque. Ouais, parce que c'est assez paradoxal. À la fois, il a révélé des humoristes, et les humoristes, finalement, le lui ont bien rendu quelque part en limitant que ce soit notamment Laurent Gérard, mais aussi Nicolas Canteloup. Oui, tout à fait. Et alors, il avait lui-même de l'autodérision, et il avait, ce qui à mon avis était une bonne idée, il préférait, se moquer de lui-même plutôt que laisser trop ce luxe-là aux autres de le faire. Et il avait compris ça. Moi, son rapport à l'écriture, à mon avis, est très important. Il n'a jamais cessé d'écrire. C'était ce goût des mots qu'il n'a jamais abandonné. Et il vivait, à mon avis, par et pour les mots. Peut-être un dernier point, Benjamin, c'est qu'il a effectivement forcé la main pour revenir à l'antenne. C'était donc au début des années 2000. Mais c'est quelqu'un qui, effectivement, a un petit peu... à chaque fois démenti les analyses qu'on faisait pour lui, à commencer par l'école de journalisme, qui ne lui trouve aucun talent. Et il commence comme garçon de course au début. Oui, tout à fait. Il a un tout petit rôle au Figaro. Il est rentré comme ça par les portes de service. Il grimpe peu à peu. Je pense qu'il avait aussi de l'ambition. On dit qu'il allait aux toilettes au même moment que Pierre Brisson, le directeur de l'époque, pour pouvoir échanger quelques mots et grimper plus vite dans la hiérarchie. Et je pense qu'il l'a dû à son talent, à une certaine époque aussi de la presse, qui favorisait peut-être cette ambition-là. Oui. Vous évoquez Pierre Brisson, vous évoquez le Figaro, parce que il a été plus qu'un homme de télé, il a été un homme de radio aussi, mais il a été un homme de médias, finalement. Il a fait tous les médias. Il a fait tous les médias avec un art consommé de la chronique ou de l'édito, avec un style, à mon avis, qui était il y avait une écriture particulière, entre l'ironie et une plume assez leste, et qui fait qu'on pourrait presque dire il bouvardisait. C'est pas si mal d'avoir un mot qui correspond au style qu'on a. En tout cas, je pense que c'est un hommage qui lui ferait plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, c'est celui qu'on lui rend ce matin sur le plateau de Point de Vue. Merci beaucoup. Alors justement, il avait pensé à la mort et voici ce qu'il en disait sur le plateau du Buzz TV en 2022. C'était au micro de Philippe Larocque et de Damien Canivez. Et vous allez le voir, effectivement, il bouvardisait. On parlait de votre âge, c'est pas un sujet. La mort, c'est pas un sujet tabou pour vous. La mort, vous terminez ce livre, je vous cite par une phrase. J'hésite entre l'adieu et l'au revoir. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? La mort, ça vous fait peur ou pas du tout ? Vous l'avez dompté ? Non, mais attendez, j'aime pas parce que, vous savez, on a fait un petit pactage autour de cette issue fatale, qui repose principalement sur la religion. Or, malgré le titre du livre et l'illustration de la couverture, je suis athée, agnostique et même anticlérical. Et ce refus que je regrette d'ailleurs de la religion repose sur une constatation très simple. Depuis que on a créé le monde, je sais pas qui, mais enfin je tire mon chapeau, il y a eu environ 100 milliards d'hommes qui sont morts. Et une seule résurrection. Alors, pour croire, il faudrait des arguments plus solides. Bonjour Karl Meus. Bonjour Vincent. Philippe Bouvard était aussi une plume, et une grande plume du Figaro Magazine. Totalement. Il a participé à la création du Figaro Magazine. Et il a participé 1978. à la création, aux côtés de Louis Poels. On va revenir sur l'actualité politique du week-end, comme on le disait en sommaire. C'était donc avec, notamment, qui a été marqué ce dimanche soir, par l'annonce par Raphaël Glucksmann de sa candidature à la présidentielle. Alors, il y a eu un autre événement politique ce week-end, c'était les universités d'été de la France Insoumise. D'ailleurs, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon revendique la présence de 10 000 personnes à cette occasion. Et le leader Insoumis s'en est notamment pris au préfet. Nous voulons
un État impartial, ou des préfets qui sont priés de retourner dans leur bureau et de cesser de faire des procès aux députés insoumis, devant lesquels, comme devant n'importe quel député, ils doivent faire un salut militaire réglementaire. Nous ne sommes pas vos copains. Alors, mon cher Karl, que retenez-vous de ces 2 entrées en campagne? Que retenez-vous de cette séquence? Que la guerre des gauches est déclarée. Nous aurons bien, effectivement, au premier tour de l'élection présidentielle, une bataille entre la gauche radicale menée par Jean-Luc Mélenchon et la gauche social-démocrate. Ces 2 gauches que Manuel Valls disait irréconciliables, elles vont s'affronter. Raphaël Glucksmann aimerait bien être le leader de cette gauche social-démocrate. Le problème, c'est qu'il part en campagne avec 2 boulets aux pieds. C'est la question, c'est est-ce que la candidature Glucksmann ira jusqu'au bout? C'est toute la question. Lui l'espère. Il a dit hier qu'il fait cette campagne pour gagner. Le problème, c'est qu'il doit d'abord passer par la primaire organisée par le Parti socialiste et son mouvement Place Publique, ce qui va lui quand même considérablement le lester. Et ensuite, on sait très bien qu'il y a en embuscade quelqu'un tapis dans l'ombre qui n'attend qu'une seule chose, c'est de le faire trébucher, c'est François Hollande. Alors, pour reprendre un petit peu un de vos derniers éditos, là, cette fois-ci, vous commentiez le soutien de Gérald Darmanin à Édouard Philippe. Finalement, si on analyse l'annonce de la candidature de Raphaël Glucksmann, est-ce que on peut pas dire dans la même idée que finalement l'annoncer maintenant, c'est pas le meilleur des moments en termes de notoriété, mais vu tout le bruit qu'il y a eu autour et le bruit d'annonce, est-ce que de ce point de vue-là, ce n'est pas réussi pour Raphaël Glucksmann? Je ne parle pas du contenu de son intervention télévisée de ce dimanche soir. Oui. Pourquoi il faut le faire assez tôt? Il y a 2 raisons. D'abord parce qu'il y a la primaire du Parti socialiste et de Place Publique qui est en octobre, et donc il faut quand même qu'ils se mettent en route. Et 2, on voit bien, les sondages de juillet, ceux qui sortent en ce moment, le montrent, il n'y a pas d'appétence aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle le marais, c'est-à-dire entre Mélenchon et Marine Le Pen, tout un tas de candidats qui n'arrivent pas à émerger. Ou en tout cas à plier le match. C'est vrai pour la gauche social-démocrate, c'est vrai dans le bloc central, c'est aussi vrai un peu à droite. Et donc, il faut que ces candidats-là occupent le terrain, parce que sinon, ils vont laisser l'espace, ils vont laisser la place à un candidat qui va émerger, qui pourrait émerger et qui pourrait leur prendre la place. On le sait, c'est ce qui est arrivé il y a 4 ans, quand Éric Zemmour a émergé au moment de la rentrée de 2021. Alors ça n'est pas allé jusqu'au bout comme il l'aurait souhaité, mais il y a eu cet événement extérieur de la guerre en Ukraine. Mais pendant un temps, pendant toute la pré-campagne, il était au cœur de la campagne parce qu'il y avait un vide qui avait été laissé. Et donc il faut absolument que Édouard Philippe, qui accélère en ce moment, Raphaël Glucksmann, qui s'est présenté, occupe le terrain en espérant, cette fois-ci, quand même capter un peu l'attention des électeurs. Bon, apparemment, d'après les sondages et les sondages qui sortent ces dernières heures, Raphaël Glucksmann ne semble pas pouvoir enrayer la dynamique Mélenchon. Alors, il faut faire très attention. Les sondages d'aujourd'hui ne sont pas le résultat électoral du mois d'avril. Et on sait que là, les sondages... Le terrain est fait en août, les gens sont encore en vacances. Bon, le paysage politique n'est pas encore complètement fixé. Néanmoins, vous avez raison, aucun, parce que ce soit Glucksmann, que ce soit François Hollande, que ce soit Olivier Faure, et si on pousse un peu plus loin, Marine Tondelier pour les Verts ou Fabien Roussel, n'arrive à concurrencer Jean-Luc Mélenchon. Et ça, c'est un des éléments les plus importants de ce démarrage de campagne. Parce que... Surtout à gauche, parce que si je ne m'abuse, ce que dit Antoine Bressiel dans le Figaro de ce lundi, le politologue, c'est que la communauté à gauche la plus forte, c'est les électeurs qui votent utile. Et ceux-là se disent, on votera pour celui qui a le plus de chances d'être à gauche, d'être au deuxième tour. Oui. Le but, c'est d'avoir un candidat de gauche, voilà. Quel qu'il soit. Voilà. D'où cette bagarre pour le talisman du vote utile. François Hollande, Raphaël Glucksmann faisant le pari que les sondages montrant que Jean-Luc Mélenchon est battu systématiquement au second tour par Marine Le Pen va
réveiller les lecteurs de gauche qui se dira bah non, je vais plutôt aller chez eux. Le problème, c'est que pour l'instant, aucun sondage ne dit que François Hollande ou Raphaël Glucksmann ne peut battre Marine Le Pen au second tour et n'arrive même à montrer qu'ils se qualifient, eux, pour le second tour. Donc pour l'instant, l'argument, il est inopérant. Qu'est-ce qui fait que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est assez confiant, et qu'il l'a dit dans son discours, qu'il envisage la victoire? C'est qu'on sait qu'il est toujours sous-estimé dans les sondages. C'était vrai en 2017, c'était vrai en 2022. Les sondages de septembre jusqu'en même février donnent un Jean-Luc Mélenchon dépassant à peine les 10-12%. Et finalement, lui, il arrive à faire 19 à 20-21%. Pourquoi ? Parce que son électorat se décide assez tardivement. Ce n'est pas un électorat qui suit la campagne présidentielle à fond comme un électorat très politisé, mais il se mobilise pour Jean-Luc Mélenchon dans les dernières semaines. Or là, dans les sondages, il est déjà beaucoup plus haut que ce que le mettaient les mêmes instituts 5 ans auparavant. Et donc, il se dit, ma marge de progression, cette fois-ci, est encore plus grande. Et donc, il peut effectivement accéder au second tour. Qu'est-ce qui empêcherait Marine Tondelier de se rallier à Mélenchon ? Rien. Avec Yannick Jadot, lui, il soutient Raphaël Glucksmann. Voilà, de toute façon, on l'a vu ce week-end, et c'est encore plus vrai depuis ce matin. Il y a un éclatement du parti écologiste entre ceux qui veulent sauver leur circonscription et aller dans les bras de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, voilà, si Jean-Luc Mélenchon accepte de les recevoir, et on a senti tout au long du week-end que c'était à peu près en train de se négocier. Et puis, il y a ceux qui ne veulent absolument pas être dans les mains des Insoumis, pour beaucoup de raisons, parce qu'ils ne partagent pas le programme, et puis surtout, ils ne partagent pas les outrances et les excès et les dérives à la limite de l'antisémitisme, et ils préfèrent aller... le caractère autoritaire de... Oui, parce que on sait bien, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, ce n'est pas un parti ouvert aux autres. Démocratie participative. Au lendemain de la présidentielle de 2022, il y a eu une sorte de purge. Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière ont payé quelque part François Ruffin pour voir que une indépendance vis-à-vis du chef se payait cher. Question, puisque vous parliez tout à l'heure du Marais, donc de cette zone qui va de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, donc c'est assez vaste. Jusqu'où ira Gabriel Attal ? Gabriel Attal, pour l'instant, est prêt à aller jusqu'au bout, faisant le pari que la candidature d'Édouard Philippe va s'essouffler, ne va pas prendre, et qu'il va lui passer devant. On est un peu dans une sorte de remake de 94-95 entre Chirac et Balladur. Il est prêt à se présenter contre Édouard Philippe à la présidentielle, ou bien il s'arrêtera au moment avant les candidatures formelles et la campagne des signatures? Aujourd'hui, il dit qu'il s'arrêtera avant. Dans les deux camps, ils savent que s'il y a deux candidats, il y a 0 qualification au second tour. Déjà, un seul candidat, vous n'êtes pas sûr de vous qualifier. Mais l'histoire politique nous instruit, il faut attendre le mois de février, la fin du mois de février, quand les Français commencent à rentrer en campagne, pour là voir véritablement quel est le rapport de force. Imaginez que Jacques Chirac ait accepté de se retirer en décembre ou en novembre, comme certains le suggéraient, parce qu'il était dépassé par Édouard Balladur. Et pas seulement dépassé, mais il était très loin derrière. Bah oui, mais sauf que c'est lui qui a été élu président. Donc en ce moment, on est dans cette bagarre où chacun est dans son couloir, essaye de grappiller un peu des voix sur l'autre. On voit bien aujourd'hui qu'il n'y a pas une volonté folle des électeurs d'aller sur l'un ou l'autre. Et donc tout ça se jouera au mois de janvier-février. 2 questions courtes pour finir, Karl. Est-ce que David Lisnard et Bruno Retailleau vont se mettre d'accord ? C'est assez indispensable s'ils veulent pouvoir que l'un ou l'autre continue sa route. Mais est-ce inéluctable ? C'est inéluctable. Le problème, c'est qu'en politique, c'est très difficile d'arrêter un train une fois qu'il est lancé. La réalité, c'est quand même que David Lisnard, pour l'instant, ne réussit pas la percée qu'il espérait. Et donc, il y a peut-être un moment, là aussi, décembre, novembre ou janvier, où il va falloir tirer les conséquences du fait qu'il ne dépasse pas un certain nombre de pourcentages et donc se rallier. Et est-ce que Marine Le Pen sera renforcée ou affaiblie de la séquence estivale ? La séquence estivale chez Marine Le Pen, c'est toujours de laisser les Français en vacances, de ne pas faire de médias,
c'est une des rares qui est sur cette ligne-là, de faire plutôt une rentrée politique assez tardive. Bon, les sondages d'aujourd'hui donnent l'impression qu'elle est renforcée, ou en tout cas qu'elle est au même niveau que le mois de juillet. Là, il faut faire attention pour elle, c'est que les instituts de sondage la donnent toujours à un niveau plus élevé avant la présidentielle qu'elle ne fera que le score qu'elle ne fera. C'est l'inverse de Mélenchon. Donc l'avantage pour elle, c'est comme maintenant elle est comptabilisée très très haut, elle peut se permettre de perdre des plumes. Mais c'est un mécanisme inverse et il faut faire attention parce que quand vous commencez à baisser, ça peut parfois dégringoler assez vite. Merci beaucoup, Merci à vous. Carl. C'est l'autre polémique de l'été. Quelle est l'ampleur réelle des piratages de données des Français ? Il aura fallu près d'1 mois et demi pour que les Français découvrent justement effarés, non seulement que les données fiscales de 678 000 contribuables et les données d'1 million de propriétaires ont été dérobées, mais surtout que Bercy savait et n'a rien dit jusqu'à ses déclarations du 18 août. Cette cyberattaque et le vol de données auquel elle a conduit sont des faits graves. Graves parce que plusieurs centaines de milliers de contribuables ont été victimes du vol de données personnelles et confidentielles, en particulier du niveau global de leurs revenus, ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence. Graves parce qu'elles entament la confiance que les Français ont envers l'État, envers les services publics et en l'occurrence évidemment envers les services fiscaux. Graves parce qu'elles ne sont pas un fait isolé et l'ANSSI aura l'occasion d'y revenir. On imagine sans peine l'état d'esprit de la personne qui apprend que son revenu, son adresse, son courriel, c'est un nombre d'informations liées à sa situation fiscale, le revenu fiscal de référence par exemple, sont potentiellement à la portée de tout acteur malveillant. Comprend cette colère et à chacune des personnes concernées, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, je tiens à présenter nos excuses. Bonjour Yacine Adodi. Bonjour. Comment on sait d'ailleurs si nos données ont été piratées ? Alors aujourd'hui, vous avez plusieurs manières de le savoir. Vous avez des sites qui permettent justement de mettre son adresse mail et de voir si des informations ressortent, notamment sur le dark web. Mais en l'occurrence, dans le cas qu'on a pu voir cet été, c'est le cybercriminel lui-même qui s'est exprimé. Vous avez des sites un peu comme Le Bon Coin, mais de la cybercriminalité, sur lequel vous retrouvez des cybercriminels qui mettent en vente le butin de leurs attaques. Et dans ce cadre-là, on avait 0byte qui avait annoncé mettre en vente les données de la DGFiP. Quelle est l'ampleur réelle du piratage ? Sur le cas de la DGFiP, on touche quand même à beaucoup de monde, c'est 678 000 personnes qui sont concernées et on est sur des données qui ne sont pas anodines, on est sur des données qui vont avoir des conséquences réelles puisque c'est des données directement liées aux revenus d'un foyer. N'oublions pas également que nous avons connu d'autres fuites de données et c'est là un peu la catastrophe, c'est qu'aujourd'hui avec une seule donnée on ne peut pas faire grand chose, mais si vous prenez les données de la DGFiP, que vous prenez les données qui sont liées aux IBAN de Ficoba, que vous prenez les données qui sont liées à France Travail, et ben quand on met tout cela bout en bout... C'est-à-dire que France Travail aussi a été hacké ? Oui, il y avait eu une fuite de données liée à France Travail. Vous avez beaucoup de fuites de données. C'est un peu la colère de tout le monde, c'est qu'on est en train de passer de fuite en données à fuite en données et de communiqué de presse en communiqué de presse sans avoir réellement aujourd'hui de solutions qui sont vraiment proposées. Mais si on revient sur l'ampleur réelle du piratage, est-ce que, pour parler simple, est-ce que le gouvernement sous-réagit de peur de paniquer les contribuables et les personnes qui peuvent être potentiellement volées, ou bien est-ce que il y a un piratage qui est quand même de très grande ampleur et qu'aucune de nos données n'est vraiment sécurisée. Alors, le piratage est d'une grande ampleur et je ne pense pas pour le coup que l'État vraiment amoindrise. Il s'est d'ailleurs excusé, on a vu cette séquence-là, puisqu'ils ont bien conscience de ce qu'on peut faire avec ces données. La vraie question que tout le monde s'est posée, c'est est-ce qu'on est si mauvais que ça ? Parce que quand on regarde les chiffres, malheureusement, force est de constater qu'on est 2e mondial au niveau des fuites de données, donc c'est pas très glorieux. Il se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe en France, comment se fait-il qu'on en ait autant ? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les opérationnels, donc les équipes de cybersécurité sont très bons. On a
a de très belles pépites en France sur ce domaine-là. La question qui va se poser, c'est de savoir est-ce qu'on leur a donné les moyens de mettre en place le nécessaire pour sécuriser tout ça. Et alors ? Et bien justement, on va avoir une enquête, j'espère, en tout cas certains parlementaires appellent à avoir une commission d'enquête pour lever le voile. En tout cas, elle ne sera pas à l'Assemblée nationale puisqu'il n'y en a pas. Yael Braun-Pivet avait dit qu'il n'y aurait pas de commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée. Certains le demandent en tout cas, et je pense que ce serait salvateur parce que, comme je l'expliquais, on a des communiqués de presse, on explique un peu la technique qui a mené à cette cyberattaque, mais on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui fait qu'on en est là. Est-ce qu'il s'agit de moyens financiers, j'entends, qui n'ont pas été mis en place, de manque de sensibilisation, d'infrastructures vieillissantes. Il n'y a que quand on saura exactement d'où provient ce problème systémique qu'on sera en mesure de mettre en place des solutions. Là, on sait ce qui apparemment, il a été révélé que c'est une maladresse d'un agent des impôts, en fait, qui a permis aux hackers de rentrer dans le système. C'est là où le bas blesse, c'est qu'il ne s'agit pas de cyberattaques, que ce soit celle-ci ou celle de la NTS juste avant, de cyberattaques particulièrement complexes. On est sur des choses très simples et c'est pour ça qu'on est aussi un peu effaré face à cette situation-là. Je vous donne un exemple en France, il y a un secteur d'activité qui est très connu pour être très bon en sécurité, qui est celui du secteur bancaire. Or, le secteur bancaire a des informations un peu similaires à celles de la DGFiP, donc on peut se poser la question de savoir pourquoi dans le secteur privé, finalement, on arrive à sécuriser les données. Alors attention, il y a des fuites de données également dans le secteur privé, mais le secteur bancaire, en tout cas, est très connu pour être très vigilant vis-à-vis de ça. Et pourquoi cette vigilance n'a pas été mise en place au même niveau dans le ministère de l'économie et des finances. Et des finances. Yasmine Douadi, si on refait, maintenant, si on passe en revue, donc, vous me dites, France Travail, Bercy, qui d'autre ? Ministère de l'Éducation, on en a eu pas mal. La NTS ? La NTS, on a eu France Travail, on en a eu beaucoup. C'est un peu la colère, c'est qu'on en a beaucoup, on en vient presque à se poser la question, sommes-nous dans une situation où finalement tout est à l'extérieur ? Et c'est là d'où l'importance de comprendre qu'il y a un risque, il va falloir être vigilant. Qui vole ? Alors, les cybercriminels, vous avez des groupes, parfois ils sont tout seuls, parfois ils sont à plusieurs. Si on prend le cas de Zero Byte, ils seraient deux apparemment, puisqu'il y a des communications qui se font entre eux et un hacker éthique qui est connu, qui s'appelle Sax. Leur objectif est très simple, puisqu'ils l'ont... Alors, le hacker, entre guillemets, éthique, c'est de montrer qu'un système n'est pas assez sûr. Exactement. Et d'ailleurs, il fait très attention à vouloir utiliser ce mot-là. D'ailleurs, il demande à ce que les hackers ne soient plus appelés hackers, mais bien cybercriminels pour faire cette distinction. Donc, il a eu la possibilité de communiquer avec Zero Byte. Apparemment, a priori, il serait deux. Apparemment, a priori, il serait en France. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Ce qui est certain, c'est que l'objectif de cette cyberattaque était purement pécuniaire, puisqu'ils l'ont dit, c'était de faire de l'argent, c'est-à-dire de prendre ces données, de les vendre sur le dark web et potentiellement de pouvoir en tirer un bénéfice financier. Maintenant, la question qui revient souvent, c'est à qui on vend ces données, à quoi elles vont servir. Et d'ailleurs, il a répondu qu'il n'en avait rien à faire de l'impact qu'il y aura plus tard sur les victimes, il ne fait finalement que les vendre. Eh bien, vous avez plein de manières. Vous avez parfois des services de renseignement qui peuvent racheter des données, ça peut toujours être utile. Vous allez avoir d'autres cybercriminels qui vont conduire des arnaques en ligne, c'est toutes les campagnes de phishing et de smishing. Et vous avez aussi la criminalité organisée, puisque maintenant, la cybersécurité va au-delà de l'espace numérique. Alors, arrêtons-nous un instant sur ces 3 points. Le phishing. Alors, le phishing, c'est un mail que vous allez recevoir qui va être parfaitement réaliste, qui va se faire passer pour une administration, dans ce cadre-là peut-être la DGFiP, et qui va vous amener à cliquer sur un lien. Ce lien peut télécharger un malware, un infostealer qui va voler des données et peut-être justement vous voler de l'argent. Puisqu'à la fin, c'est le but. Figaro rappelle justement dans un prochain article comment justement échapper à ça et toujours rappelle qu'il faut toujours se connecter à son espace sécurisé sur le site des impôts pour ne pas justement subir ce genre d'arnaque. Exactement, ne cliquez sur aucun lien. Et d'ailleurs, sur votre compte à vous du site des impôts, vous avez aussi une messagerie sécurisée. Donc si on vous appelle et qu'on vous envoie un SMS et qu'on se fait passer pour un agent qui souhaite discuter avec vous, vous pouvez directement discuter avec eux via votre messagerie sécurisée. Et vous ne cliquez pas sur les liens qu'on vous envoie sur votre boîte mail. C'est ça. Le smishing ? Le smishing, c'est le même principe que le phishing, sauf que cette fois-ci, ça va passer par SMS. Il y a des études qui ont montré que nous sommes beaucoup moins vigilants par SMS, parce qu'on a répété quand même plusieurs fois que les mails peuvent être frauduleux. On l'est un peu moins avec les SMS. Et je vais vous donner un exemple concret, puisque tout le monde a connu cet exemple en particulier. C'est le fameux SMS de Amazon qui vous indique que le livreur est passé, qu'il ne vous a pas trouvé et qu'il faut cliquer sur un lien pour reprendre rendez-vous. Celui-là, on l'a tous vu à un moment donné ou à un autre passé. Ça s'appelle du smishing. Maintenant, là où ça devient dangereux,
c'est qu'on est passé à un niveau supérieur. Avec toutes les fuites de données qu'on a aujourd'hui, les cybercriminels condensent ces fuites de données pour créer une fiche d'identité vous concernant. Et donc maintenant, on n'a plus un mail, un SMS, dans l'occurrence générique envoyé à tout le monde. Vous avez un SMS avec des données spécifiques. Et j'avais le cas d'une personne qui m'a montré un SMS de livraison dans lequel il y avait son nom, son prénom et son digicode. Et vous voyez, quand vous recevez un SMS comme celui-ci, votre vigilance baisse. Vous avez tellement de détails vous concernant que vous ne vous demandez pas plus, vous n'avez pas l'impression que c'est un faux. Et c'est là ce qui va se passer prochainement, c'est que la DGFiP, c'est un premier, si vous voulez, c'est une donnée, c'est des données qui ont fuité, mais elles vont être recoupées à toutes les autres qu'on a citées. Comment les administrations et l'État peuvent se prémunir ? Alors, les administrations et l'État peuvent se prémunir aussi en mettant certaines choses de base, j'ai envie de vous dire. En avril dernier, déjà, il avait été communiqué que la double authentification serait généralisée à l'ensemble des administrations. Qu'est-ce qu'on appelle la double authentification ? La double authentification, ça va être une option que vous pouvez utiliser sur votre compte. Lorsque vous vous connectez, vous recevez par SMS un code. Vous devez manuellement entrer ce code pour pouvoir rentrer sur votre adresse mail, compte Facebook, LinkedIn, que sais-je. C'est 2 fois utile. Le premier, parce que justement, il faut que vous puissiez rentrer ce code pour rentrer sur votre mail, donc ça permet de sécuriser. Et le deuxième, c'est que si vous recevez ce SMS-là alors que vous ne vous êtes pas connecté, vous avez aussi une belle indication que quelqu'un vient d'essayer de s'y introduire. Comment nous, citoyens, contribuables, peut-on se prémunir ? En étant vigilant. Ça, c'est la première chose. Mettez en place justement la double authentification que je viens de vous donner. Ça prend quelques secondes, mais ça permet vraiment de faire la différence. Le deuxième, c'est les questions des mots de passe. Aujourd'hui, le mot de passe qu'on utilise, on l'utilise un peu partout. Avant, c'était pas grave, vous aviez un compte. Aujourd'hui, vous en avez 40. Donc, quand vous avez une fuite de données qui touche un compte et que c'est le même mot de passe que vous avez fait sur les 40 qui suivent... Oui, parce qu'on a... Voilà. Se souvenir de 40 mots de passe, c'est un peu compliqué. Et vous avez tout à fait raison, parce qu'en plus, non seulement il faut se souvenir des 40, mais on vous demande à ce qu'ils soient robustes, donc complexes. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. Ce sont des coffres-forts qui génèrent des mots de passe uniques par compte, que vous n'avez pas besoin de garder en tête, d'ailleurs que vous ne connaissez pas, qui fait partie justement de ce coffre-fort, qui se met automatiquement sur vos différentes adresses mail ou boîtes lorsque vous avez besoin de vous connecter, et ça vous permet de vous protéger. Et ça, on trouve ça sur le web. Exact. Vous avez plein d'entreprises aujourd'hui qui proposent ça. Aucun système aujourd'hui en place n'a démontré le niveau de sécurité qui exige des données aussi sensibles, déclare David Lisnard. C'est vrai, c'est faux ? Justement, j'espère que ce n'est pas si faux que ça. Malheureusement, un constat est réel. On a beaucoup de fuites de données et c'est l'une des raisons pour laquelle je pense qu'il va vraiment falloir mettre en place une commission d'enquête. Dans ces conditions intervient une polémique sur la facturation électronique. D'abord, question, qu'apporte aujourd'hui la facturation électronique ? Pourquoi c'est nécessaire ? Alors, la facturation électronique débarque chez nous le 1er septembre, donc au lendemain de toutes ces fuites de données, l'objectif étant d'éviter la fraude. Initialement, l'État souhaitait qu'il y ait une plateforme publique sur laquelle administrative sur laquelle on met toutes nos factures. Finalement, il a reculé vis-à-vis de cette première proposition et on va donc plutôt passer par des plateformes privées. Je donne pour exemple Pennylen, par exemple, que tout le monde connaît, qui par la suite va renvoyer vers cette plateforme publique administrative. Donc, au final, on finit toujours par arriver au même point, c'est juste qu'on a un intermédiaire entre les deux. La polémique aujourd'hui qui existe autour de cette facturation électronique, c'est qu'il a été démontré via ces fuites de données que nous n'étions pas en mesure de sécuriser les données des Français. En ayant une plateforme comme celle-ci, c'est-à-dire une plateforme... Avant même les révélations de fuites de données de cet été. Finalement oui, puisqu'on parle de la NTS, on parlait du ministère de l'Intérieur, on en a d'autres des fuites de données, malheureusement ce n'est pas la première, c'est bien toute la problématique. Mais à la lumière du scandale qu'il y a eu, parce qu'on en a fait beaucoup de bruit, c'est devenu un sujet de société, les gens se posent des questions et demandent des comptes, c'est un peu la différence par rapport à il y a quelques années. Forcément tout le monde s'est tourné vers cette facturation électronique qui arrive et tout le monde a posé une question tout à fait légitime. Est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a les garanties nécessaires que cette plateforme sur laquelle on va mettre l'ensemble des factures des entreprises françaises assujetties à la TVA, c'est-à-dire près de 10 millions d'entreprises, ne va pas fuiter ? Parce que quand on a une fuite comme celle-ci sur les factures, vous imaginez bien les conséquences. On est quand même... Ça peut être quoi les conséquences ? On est quand même sur le secret des affaires. Vous imaginez pouvoir savoir ce que votre concurrent ou une entreprise a comme client prestataire, quels sont les tarifs qu'elle met. On peut même parler d'ingérence, parce que vous allez avoir d'autres pays qui vont avoir finalement tout le business et l'économie des entreprises françaises. Et puis après, on va rentrer un petit peu plus bas. Ça va nous permettre aussi de faire des arnaques, les mêmes qu'on parlait justement il y a quelques secondes, phishing et smishing. Donc il y a des conséquences réelles. Et aujourd'hui se pose la question, sommes-nous en mesure de garantir que cette plateforme ne fuite pas ? Parce que c'est ce qu'on appelle un single point of failure. C'est-à-dire qu'on va prendre un point qui va centraliser des millions de données. Que pensez-vous qui va se passer ? Vous allez avoir beaucoup de cybercriminels qui vont tenter justement de récupérer le butin. Tout est centralisé au même endroit. Est-il possible de la reporter ?
Alors ça, c'est à l'État justement de voir s'il souhaite ou pas la reporter. Je vais vous donner un exemple concret qui s'est passé récemment et qui peut être un exemple peut-être à suivre. Vous savez, on a beaucoup parlé justement de la limitation des réseaux sociaux aux mineurs, plutôt aux jeunes de moins de 15 ans. Pourquoi ? Parce que finalement, mettre cette limitation revenait à demander à tous ceux qui n'avaient pas 15 ans de donner leur pièce d'identité et donc de créer ce fameux point of failure dont je vous parlais, parce qu'on allait donner à un tiers de confiance la possibilité de centraliser des millions de données. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a reporté justement cette obligation parce qu'aujourd'hui, l'État n'était pas en mesure de proposer des garanties de sécurité. Possible de reporter. Est-ce que c'est souhaitable ? Je pense qu'au vu de la situation actuelle, il est souhaitable de reporter et de s'assurer quand même qu'on ait des garanties avant de collecter des millions et des millions de données de Français. Dernier point, peut-être sur cette question-là, un certain nombre d'entreprises disent, alors, sont concernées, pour parler en anglicisme, c'est le B2B. Hein, c'est pas, le grand public n'est pas encore concerné par la facturation électronique. Ça va être le B2B, mais c'est tous ceux qui sont assujettis à la TVA. Donc vous allez avoir les micro-entreprises, vous allez avoir les micro-auto-entrepreneurs. Donc ça va de la très grande entreprise à la personne freelance toute seule. Voyez, donc les freelances sont soumis voilà, même à la s'ils n'ont facturation pas de électronique. TVA, même s'ils n'ont pas de TVA, ils sont assujettis à la TVA. Donc c'est pour ça que finalement, ça va quand même concerner beaucoup de gens. Merci beaucoup Yasmine Douadi. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Risque Intel Média et on revient justement sur toutes ces polémiques dans Bienvenue en Ile-de-France avec Damien Canivez. Dans une semaine, c'est la rentrée scolaire. Comment libérer un système en butte à plusieurs dysfonctionnements ? Avant d'avoir le point de vue de l'essayiste Joachim Le Floch-Imad, voici celui que nous avait donné avant la trêve estivale, Éric Mestralet, qui a fondé le réseau Espérance Banlieue. L'origine sociale détermine la réussite des enfants. Et ça, l'école méritocratique, l'égalité des chances auxquelles on aspirait tous pour avoir une école qui soit une école de la République fière et emblématique, et ben, aujourd'hui on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Et c'est ça pour moi la chose la plus grave, c'est que si les parents ne compensent pas, si le système alternatif ne compense pas, et vous pourriez citer la création de toutes ces écoles hors contrat, et ben les enfants trinquent. Voilà, et qui dit trinque dit aussi des fossés, des fractures qui se créent. Et donc ça, c'est pas du tout pérenne pour notre pays. Aujourd'hui, on a 70 000, 80 000 décrocheurs par an. C'est-à-dire des personnes dont on sait que le coût pour la société est de 340 000 euros. Vous imaginez, c'est un flux. Hein. Donc chaque année, on a cette somme, cette dette qui se crée. C'est pas ici, parce que là, la dette, vous me direz... Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on pourrait faire des économies, en tout cas, à empêcher d'alourdir notre dette si on avait une meilleure éducation. Indéniablement, et ça, je dis ça sans parler des souffrances humaines que ça génère, parce que c'est ça qui est le plus important. Bonjour Joachim Le Floch-Imad. Bonjour Vincent Roux. Vous refusez toujours le recours au privé pour sauver l'école ? Je ne refuse absolument pas le recours au privé. Ce que je refuse de faire, c'est d'opposer l'enseignement public et l'enseignement privé, puisque je considère qu'on ne redressera l'école que dans son entièreté au service de l'excellence pour tous. En revanche, je comprends très bien que de plus en plus de familles se tournent vers le privé qui apparaît comme un espace de refuge dans le marasme ambiant. Vous ne pensez pas qu'il est trop tard ? Absolument pas. Je pense qu'il est très tard, mais qu'il n'est pas trop tard. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Tout d'abord parce que dans l'histoire de France, on a été dans des situations bien pires, on a réussi à se redresser. Deuxièmement, je constate quand je regarde autour de moi qu'il y a tout un tas de pays qui connaissaient un délitement éducatif très avancé et qui en quelques années seulement, avec des politiques de bon sens, ont obtenu des résultats rapides. Je pense au Maroc, je pense à l'Estonie, je pense à l'Angleterre qui est aujourd'hui le premier pays européen en mathématiques et l'un des premiers pays mondiaux en lecture. Je pense aussi au Mississippi. Prenons cet exemple, il est très intéressant. Le Mississippi était le 49e État américain en lecture il y a 10 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le 7e, puisqu'il a été capable de mettre des politiques publiques au service de la transmission, des enseignements explicites. Donc ça montre que quand on a du bon sens, que quand on a de la méthode, quand on a du courage, on peut avoir des résultats. Je ne vois pas pourquoi ce qui a marché ailleurs ne marcherait pas demain en France si on s'en donne les moyens. Vous dites que on a connu des moments pires dans l'histoire de France, mais à ma connaissance, on a eu école pendant la guerre, même on a eu école sous les bombardements. Aujourd'hui, quand il fait trop chaud, aujourd'hui, quand il fait trop chaud, on se demande si on ne va pas arrêter les cours et reporter les examens. La question qui se pose est celle des priorités.
Et c'est vrai que la transmission a été reléguée, il me semble, au second plan des priorités de la nation. Je crois que c'est un drame dans la mesure où de l'état de l'école aujourd'hui dépend l'état du pays demain. C'est pour ça que j'ai réédité ce livre. C'est pour faire comprendre aux Français, aux lecteurs, au personnel éducatif que la crise de l'école n'est pas une crise parmi d'autres, qu'elle est une bombe à retardement pour la nation tout entière et qu'elle compromet l'avenir de la France dans toutes ses dimensions. Du point de vue de la capacité à maîtriser la montée de la violence, du point de vue de la capacité à former des citoyens libres et éclairés, mais aussi du point de vue de l'avenir économique de la nation, puisque l'état de l'école aujourd'hui, c'est les gains de productivité, c'est l'innovation, c'est le pouvoir d'achat, c'est la croissance demain. Il y a une étude que je cite dans le livre qui montre que 25 points en mathématiques en plus au classement PISA à l'horizon 2100, ça représenterait une hausse du PIB de 30%. Or, 25 points en plus au classement PISA, c'est l'exact opposé de la trajectoire actuelle de la France. Dans votre préface, dans votre nouvelle préface, oui, vous dénoncez la prise du pouvoir par la bureaucratie avec la nomination le 12 octobre 2025 d'Édouard Geoffrey au poste de ministre de l'Éducation nationale. Alors, cette prise de pouvoir de la bureaucratie, elle est antérieure à l'arrivée d'Édouard Geoffrey à la tête du ministère. C'était d'ailleurs le point de départ de mon enquête l'an dernier. C'était de montrer que l'éducation nationale, sur fond de démission du politique, a été prise en otage par un État dans l'État, par une administration, par une bureaucratie qui n'en fait à peu près qu'à sa guise, qui vit sur un logiciel idéologique propre, qui vit dans l'entre-soi sociologique et qui bloque la mise en œuvre de politiques de rupture au service du redressement de l'école. Est-ce que cette bureaucratie, d'ailleurs, Joachim Le Floch-Imad, oui, est la responsable du budget pharaonique de l'éducation nationale? Je pense que la principale responsabilité, elle reste dans les choix, ou plutôt dans les non-choix politiques des dernières décennies, et dans les gabegies qu'on a laissé faire dans l'éducation nationale. Et encore une fois, c'est le politique qui est censé être le chef de son administration. Lorsqu'il y a un problème, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Maintenant, pour revenir sur la question antérieure qui concernait Édouard Geoffrey, j'aurais été très heureux de venir sur votre plateau un an après être venu l'an dernier vous dire que le diagnostic était périmé. Je crains malheureusement qu'il soit plus que jamais d'actualité et que tout ce que je dénonçais l'an dernier, à savoir le muselage du politique par l'État dans l'État, s'est exacerbé. Pourquoi est-ce que je crois ça? Parce que maintenant, avant, on avait une bureaucratie qui gouvernait dans l'ombre. Maintenant, je constate qu'elle pilote en pleine lumière, puisqu'on a un des représentants les plus éminents de cette bureaucratie qui est à la tête du ministère. Un individu à qui je ne fais aucun procès d'intention. Oui, d'ailleurs, mais dans même, le discours, il y a du mieux par rapport à certains de ses prédécesseurs. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il n'a pas de bonnes intuitions? Il y a des intuitions, mais du point de vue des résultats, qu'est-ce qui se passe? On constate qu'on ne peut rien faire d'autre que gérer les affaires courantes et accompagner l'immobilisme. D'ailleurs, c'est revendiqué. Il a dit lui-même qu'il ne pouvait faire aucune grande réforme avant l'élection présidentielle. Et les quelques dossiers sur lesquels il a fait montre d'une ambition se sont vus opposer une fin de non-recevoir par l'administration. Je prendrai un seul exemple, par exemple, cette question de la prise en compte de l'orthographe dans la notation du baccalauréat. On voit que les consignes qui ont été données par le ministre, qui allaient dans le bon sens, encore une fois, même si elles arrivaient trop tardivement, ont été détricotées par l'administration, par ce que j'appelle l'état profond. Et on voit que les inspecteurs pédagogiques régionaux ont refusé, pour la plupart d'entre eux, de les prendre en compte. Si bien que le taux de réussite au baccalauréat reste extrêmement élevé cette année encore. On est à peu près à 95-96%. On voit bien que c'est devenu une vaste plaisanterie et que, puisqu'on se refuse à avoir un baccalauréat digne de ce nom, on envoie tout le monde vers l'université, c'est-à-dire vers le chômage en réalité. À l'instant, le gouvernement annonce que l'interdiction des téléphones portables pourrait survenir dans les lycées à l'occasion de cette rentrée, le 1er septembre prochain. C'est une bonne chose? C'est une bonne chose, mais c'est une demi-mesure qui ne suffira pas à elle seule à sauver l'école. C'est des bonnes mesures, il faut quand même le dire. Ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut, encore une fois, la question qui se pose n'est pas celle de la politique publique qu'on annonce, mais c'est celle de son applicabilité. Le téléphone portable, il est déjà interdit aux primaires et aux collèges. Est-ce que dans les faits, nos établissements primaires et nos collèges sont débarrassés des téléphones? Non, puisqu'on voit que la législation n'est pas appliquée, que dans bien des cas, les chefs d'établissement sont totalement débordés, qu'on manque d'assistants d'éducation, qu'on manque de casiers pour veiller à ce que l'interdiction soit effective. Donc oui, il fallait les interdire, et il fallait d'autant plus que 96% des professeurs estiment, selon une étude OpinionWay, que la surexposition aux écrans nuit à l'apprentissage. Donc il faut évidemment réduire la place des écrans à l'école. Maintenant, je jugerai cette annonce, cette loi votée à son application réelle et à ses fruits. Je ne juge pas l'arbre à l'arbre. Je reprends une autre idée développée dans votre livre qui est tirée d'un dialogue entre Gabriel Attal
et Jean-Pierre Chevènement. Ils ont un point commun, ils ont été tous les deux ministres de l'Éducation nationale, et c'était à l'époque où justement Gabriel Attal était en poste. Il venait d'arriver rue de Grenelle. L'idée d'Attal, alors ministre, était de procéder à un gigantesque mercato des recteurs. Ça n'a pas eu lieu finalement. Oui. C'était un des engagements qu'il avait mis en avant lors de cet entretien que je raconte rue de Grenelle, qui a lieu à la fin de l'année 2023. Je crois que ça aurait été dans le bon sens, dans la mesure où, et c'est une idée centrale de mon livre, si on veut demain mettre en œuvre des politiques de rupture au service du redressement de l'école, il faut d'abord veiller à ce que ces politiques de rupture soient possibles, c'est-à-dire qu'il faut changer de méthode. Or, on voit dans l'éducation nationale, il y a un très grand immobilisme et on fonctionne à peu près, peu ou prou, depuis une quarantaine d'années avec les mêmes personnes aux postes clés. Ce que je préconise dans l'ouvrage, c'est la mise en œuvre d'un spoil system à la française, c'est-à-dire qu'en cas d'alternance politique, on ait des rotations stratégiques à absolument tous les postes clés du ministère. C'est-à-dire qu'avec la trentaine de recteurs actuels, avec l'actuel DGESCO, avec l'actuel DGRH, avec l'actuel secrétaire général, je pense qu'il n'arrivera rien, puisqu'encore une fois, les pompiers, les pyromanes d'hier ne seront pas les pompiers de demain. Si on veut que les choses changent en éducation nationale, alors il faut que le personnel change également et il faut qu'il y ait une adéquation entre le cap donné par le politique en accord avec le verdict des urnes et les personnes qui sont dans le ministère chargées de l'exécuter. Vous dénoncez le fait que l'évolution de la démographie et de l'offre scolaire sont aujourd'hui l'alpha et l'oméga de la réflexion sur l'école. Mais ne sont-ils pas importants ? Ah, mais c'est un point essentiel. Le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va perdre 1,4 million d'élèves à l'horizon 2035, ce qui représente une baisse des effectifs de 14%. Donc évidemment qu'il y a des ajustements à faire du point de vue du maillage des écoles, des collèges et des lycées. Je dénonce évidemment pas ça. Ce que je dénonce, c'est le fait que l'école... Pardon, vous allez me dire ce que vous dénoncez, mais est-ce que dans ces conditions, il n'est pas pertinent de fermer et de songer à fermer des classes s'il y a moins de population et d'habitants dans une zone donnée? Mais c'est déjà ce qu'on fait. C'est déjà ce qu'on fait. La question, est-ce que c'est pas logique? Est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire, justement? La question est de savoir jusqu'où on va. Et ce que je constate, c'est qu'un certain nombre d'observateurs, d'acteurs des politiques publiques, du Sénat, l'IGF par exemple, veulent s'appuyer sur cette évolution de la démographie scolaire pour s'en servir comme d'un alibi qui justifierait la suppression massive de postes d'enseignants. Je pense que c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire dans la mesure où nos enseignants sont déjà surmenés en première ligne. Donc il faut se servir de cette évolution de la démographie comme une opportunité pour améliorer leurs conditions de travail et aussi pour réduire le taux d'encadrement. C'est un chiffre qui est sorti avant-hier d'Eurostat qui montre que la France est le pays où on a le nombre d'élèves par enseignant, par instituteur, qui est le plus élevé d'Europe après la Roumanie. Il faudrait se servir des évolutions démographiques en cours pour combattre ces dynamiques qui, il me semble, participent de la crise des vocations, qui est une des principales fissures dans l'édifice scolaire. Est-ce que l'éruption de l'intelligence artificielle vous inquiète ? Elle m'inquiète pas. Ce que je constate, c'est qu'elle inquiète beaucoup de gens dans la société. 66% des parents, par exemple, qui considèrent qu'elle nuit à la transmission des fondamentaux. Je vois ces inquiétudes, je vois tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour de l'intelligence artificielle. Je vois aussi que l'éducation nationale n'a absolument pas pris la mesure du tsunami à l'œuvre. Si on prend les chiffres de l'OCDE, on voit qu'il y a moins d'un professeur sur 5 qui utilise l'IA dans son métier. On voit que les professeurs se sentent extrêmement démunis face à cette évolution technologique. Et je les comprends pourquoi. Alors même que leurs élèves utilisent de plus en plus l'IA. 90% des élèves de seconde, par exemple, l'utilisent pour faire leurs devoirs. Donc non, moi je ne suis pas inquiet. Est-ce que vous craignez, est-ce qu'il y a un risque justement dans le fait que les professeurs sont moins acclimatés à l'intelligence artificielle, qu'ils se fassent berner par les élèves qui l'utilisent plus facilement, par manque de discernement et de détection? Des risques, il y en a énormément. Je suis tout à fait lucide là-dessus, je les pointe du doigt dans mon livre. Mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut se servir de l'IA, non pas comme d'une béquille, mais comme d'un levier, comme d'un complément à l'intelligence humaine et non pas comme d'un substitut. Et derrière, ça pose tout un tas de questions que l'éducation nationale devrait se poser, que je regrette qu'elle mette beaucoup de temps à se poser. Par exemple, sur comment est-ce qu'on forme les enseignants à l'IA. Comment est-ce qu'on met en avant comment est-ce qu'on remet en avant les missions traditionnelles de l'école, puisque je pense que c'est Olivier Rey qui l'avait dit devant l'Assemblée nationale à la fin de l'année dernière. Il avait dit, et ça me semble très pertinent, que l'usage qui sera fait de l'IA sera d'autant plus intelligent qu'on aura cultivé l'intelligence humaine en amont. Donc je pense que l'intelligence artificielle ne rend en rien l'école obsolète, je pense qu'elle ne rend en rien le professeur obsolète, mais plutôt au contraire qu'elle conforte l'école dans ses missions traditionnelles. Et donc si on veut avoir un usage optimal de l'IA dans la société,
on a tout intérêt en amont à penser à la manière dont on doit rebâtir l'école. Un autre point que vous soulevez, Joachim Le Floch-Imad, vous dites la bonne victime dans l'éducation nationale est celle qui se tait. Alors ça, c'est après la mort de Samuel Paty, vous savez, les ministres ont défilé, il y en a eu 8 d'ailleurs depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, et tous les ministres ont dit plus jamais ça. Ils ont dit en discours, le pas de vague, c'est fini. Sauf qu'en pratique, le pas de vague se perpétue plus que jamais. Et on a on voit à l'œuvre une propension de la bureaucratie à faire taire les lanceurs d'alerte, à pratiquer l'inversion accusatoire, à ne pas faire bloc derrière les enseignants lorsqu'un problème advient. Je mobilise 2 exemples dans la préface. Tout d'abord, ça m'avait beaucoup marqué, c'est le suicide le jour même de la rentrée. C'est extrêmement symbolique, de Carole Grandjean, qui était une directrice d'école dans le Cantal, qui était victime de harcèlement lesbophobe et qui est morte en ayant eu le sentiment que l'administration n'avait pas assez soutenu, si bien d'ailleurs qu'une enquête administrative a montré qu'il y avait eu une faille dans le soutien. L'autre exemple que je prends, c'est celui de ce professeur d'anglais, William Lafleur, qui a fait un ouvrage à succès, dans lequel il a notamment rendu compte des pratiques humiliantes qu'il avait subies à l'occasion d'inspections, donc dans l'éducation nationale, et il a été attaqué en diffamation pour cela. Donc ça montre bien qu'il y a une volonté de faire taire les lanceurs d'alerte et que beaucoup d'enseignants, de personnes éducatives qui tiennent l'école à bout de bras en première ligne ne se sentent pas soutenus par l'administration aujourd'hui, de même qu'ils ne se sentent pas soutenus par la société. Seulement 4% des professeurs aujourd'hui s'estiment valorisés dans leur travail par la société selon l'enquête Thalys. C'est le pire chiffre de tout l'OCDE. Il me semble que ça devrait nous faire réfléchir puisqu'on ne rebâtira pas l'école avec des professeurs qui se sentent délaissés. Il y a un autre point d'alerte dans votre livre, c'est l'islamisme dans l'école. Oui, l'islamisme dans l'école, on l'a vu encore récemment avec cette mère de famille qui a menacé de faire une pâtie à un professeur en Île-de-France, en Seine-et-Marne. Je crois que ça avait été un parent turc, un père de famille turc il y a quelques mois qui avait agressé un professeur, qui l'avait menacé de décapitation. Ce qu'on appelle faire une pâtie, c'est de tuer un professeur exécuté comme Samuel Paty a été exécuté. Et c'est une insulte qui est de plus en plus répandue dans les cours de récréation. Maintenant, au-delà de ces quelques exemples spectaculaires, il faut bien voir qu'il y a une tendance de fond dans l'éducation nationale, comme il y a une tendance de fond dans de très nombreux pays travaillés par l'islamisme de longue date. C'est que l'école est devenue une cible stratégique pour les tenants d'un islam littéraliste, d'un islam légalitaire. Une cible stratégique, pour quoi faire ? Tout simplement pour mettre le feu aux esprits, pour cultiver le ressentiment de la jeunesse, notamment la jeunesse musulmane, et pour subvertir la société. Et si on prend quelques grands indicateurs, on voit que la maison brûle. 56% des professeurs qui sont contraints de s'autocensurer aujourd'hui, 1000 mineurs radicalisés pour islamisme dans l'éducation nationale, une vingtaine d'établissements qui sont liés à la mouvance des frères musulmans, selon un rapport qui a été remis au ministre de l'Intérieur l'an dernier. Et face à cette menace qu'il me semble est croissante, on constate une démission du politique. J'en veux pour preuve le ministre de l'Enseignement supérieur qui a refusé de nommer l'islamo-gauchisme à l'université, qui a dit que ça n'existait pas. Démission de la technostructure de l'éducation nationale. On a nommé un député insoumis qui a eu un rôle assez trouble lors de l'affaire Paty à la tête de la FCPE. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Aubin, l'inspecteur général, qui a écrit là-dessus. On l'a nommé au Conseil supérieur des programmes l'an dernier sans que ça fasse de vagues. Et il y a une démission de la justice. Enfin, regardez ce qui s'est passé à l'occasion du procès en appel des complices de l'assassinat de Samuel Paty, où la famille de Samuel Paty n'a pas obtenu réparation. Je pourrais prendre plein d'autres exemples. Je pourrais vous parler de ce recteur de l'Académie de Strasbourg qui a défilé contre l'islamophobie fin 2019. L'islamophobie, c'est un anathème qui a coûté la vie de Samuel Paty. Donc ça montre bien qu'il y a la nécessité, et c'est le point de départ de mon livre, de nettoyer les écuries d'Augias qu'est devenue l'éducation nationale. Quel sursaut, justement, Joachim Le Floch-Imad ? Le sursaut, il doit se faire du point de vue de la méthode. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, des rotations stratégiques à tous les postes clés, faire appliquer le devoir de loyauté, de neutralité, sortir de l'éducation nationale toutes les associations militantes. Il doit se faire du point de vue du courage, refuser le pas de vague. Il doit se faire du point de vue de l'humanité aussi, remettre de l'humanité dans un ministère qui en a réellement besoin. Et une fois qu'on aura changé de méthode, je crois que d'autres politiques publiques deviendront possibles. J'en fais la liste dans l'ouvrage et c'est pourquoi je vous invite à lire. Et bien justement, il est là. Ma base sur l'éducation nationale, c'est aux éditions Lexio. Merci beaucoup, Joachim Le Floch-Imad. Et je rappelle également le livre d'Éric Mestrallet, Refaire à l'école. Et là, c'est aux éditions Hermann. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit.